salaamaaleykum beaucoup internautes yi amat nañu mbégte ñëw fii si le débat de la diaspora comme ni ñu koy defee dimanche bu nekk tey nag ku ñuy recevoir ci émission bi kilifa la fii si diaspora ñu koy ne Mamadou Deme ba tey léegi leen nekkoon na au conseiller des collectivités territoriales nekk aussi président parti Kisal yàgg a taxawal fii sénégalais yu nekk dans la diaspora di diriger ay association di jàppale ay nit yi ñu am kayit wala ñuy régler problème yu bëri ñu am ci bitim réew fii moom la ñuy dalal te dañu bëgg a waxtaan ak moom surtout un an après nu mu gisee la gestion des Sénégalais de l'extérieur par les nouvelles autorités ak yan proposition la mën a def pour plus d'efficacité dans la gestion des Sénégalais de l'extérieur loolu mooy nekk principal thème suñu émission bu ñu am mbégte présenté leen tey Mamadou Deme salaamaaleykum. maaleykum salaam Sylla Ngari am naa mbégte bi nga xam ne dafa rëy ci dalal bi nga ma dalal ci émission Info 15 sur le débat des diasporas sénégalaises ndaxte diaspora bi benn wàll ci réewum Sénégal bu am maana ndaxte su dul woon diaspora bi ak diaspora bi lu muy wàllu si réewum Sénégal ci mbirum alal ci mbirum ay jafe-jafe yu bare ngir jafe-jafe yooyu dal fekk Sénégal yëngatu na lool bu yàgg waaye ngir yàlla ak doomi réew mi ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew ay patriote lañu ay doomu réew yi nga xam ne dañoo bare dañoo am colère dañoo bëgg seeni réew moo tax ne fépp fu ñu mënta nekk seen dund bitim réew mu neex mu naqari yombalal dund ci réewum Sénégal moo leen gënal yàlla def na nag ñun ci yooyu diaspora lañu bokk ni yow fu ne fu ñuy toog suñuy jëmbët mooy Sénégal suñuy jëmbët mooy suñu njaboot yi nga xam ne ñu ngi leen bàyyi foofu ñu jéem a indi foofu li nga xam ne mën na dimbal Sénégal ngam réew mi dem kanam dalal bi nga ma dalal tey nag rëy na ci man lool ndaxte du tey la musa am su ma neexee mbaa ñemee wax ma ne loo gis mu yëngal mu yëngu lu ko yëngal moo ko gën a diis yow ci nga bokk ndaxte bi ma tàmbalee di doxee tànk yi may dox yaa fi nekkoon te bariwu leen boobu temps yéena ma sànni yéena ma président yéena ma jaay ngeen jaay ma diaspora bi ngeen jaay ma réew mi ba ñëpp gis ma xam ma am ci man yaakaar moo tax ni boo ma woowee fii tey ma ñëw di la wuy si di la dellu njikkal ci wooy bi nga ma woo mbégte bu rëy laa am ci man. jërëjëf Mamadou Deme mais Mamadou Deme balaa ñuy dugg si dans le vif suñu sujet yow yaay diriger parti bu ñuy ne Kisal Sénégal bon Kisal Sénégal présidentiel bi nekku leen candidat boo nga nekk candidat mais am na yoo xam ni moo téye sa candidature législative yi da nga jàppale woon no président législative yi présidentielle bi astafurlah da nga jàppale woon Khalifa Sall législative yi mu jëw leen nekk candidat aussi mais fu parti bi tollu tey xam nga la vie d'un parti politique c'est un parcours c'est un fleuve avec ses méandres j'ai été candidat à la candidature à l'élection présidentielle. J'ai participé à la campagne de parrainage de 2023 avec le numéro 65. Grâce à Allah et à la diaspora sénégalaise, dans les 10 pays de la diaspora et aux régions du Sénégal, ci bërëbu Sénégal yu bare, j'ai eu donc ce qui était requis ci mbirum parrainage bi ndaxte amoon na dans mon comptage 69 422 parrains. waaye yàlla def na ni am na ñaari rëkk-rëkk yu nekkoon ci sama kanam benn bi musuma liggéey ci Sénégal pour mun fa am quitus fiscal munuma woon am deuxième bi même su fekkente ni man sénégalais laa
ci mbirum kayit ak judo sama dund fii ci France français là comme que am naa double nationalité boobu mënu ma woon am ci dans le cadre de convention franco-sénégalaise la convention fiscale un quitus qui pouvait me permettre d'être en règle parce que samay déclaration impôt fii mooy déclaration impôt d'un français mais pas d'un sénégalais en plus comme que la loi sénégalaise nee na ku am beneen nationalité bu dul Sénégal mënul nekk candidat de la République donc j'ai préféré retirer ma candidature en dignité et en faisant savoir au Conseil constitutionnel du retrait de ma candidature en officialisant donc ce retrait-là. Ce qui permet donc ma candidature d'être répertoriée dans le cadre du bilan du Conseil constitutionnel sur les candidatures validées, les candidatures rejetées, les candidatures donc retirées, soit par contrainte, soit de manière volontaire. Donc, c'est un pas important dans la vie d'un parti politique que j'ai assumé parce que ça m'a permis de connaître les méandres, de connaître les hommes et les femmes, la sociologie des organisations politiques, l'arène politique sénégalaise, et d'être identifié comme tel. Les législatives yi Khalifa la ñu bëggoon àndal pour les législatives waaye bi ñu demee ba ca kanam Khalifa a préféré enterrer la coalition Khalifa 24 sans concertation pour aller créer une autre coalition avec les Bougane, avec les Serigne Moustapha Sy, Thierno Bocoum, Anta Babacar Gaye et Déthié Fall, sans concertation. Il nous a mis devant le fait accompli. Nous avons refusé cela. Nous avons quitté Khalifa. Nous avons appelé nos militants à s'abstenir d'aller voter. Donc, partout où nous étions, que ce soit dans les diasporas et au Sénégal, dans les différentes régions, donc les militants de Macky Sall n'ont pas voté pour deux raisons. Ci njëkk ji ñi fa nekkoon pendant 12 ans àndoon naa ak ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ma tekkale ko ak ñoom en 2022 ñu am seen mbootaay bi nga xam ne takku wàllu ñeneen ñi ànd ak Amadou Ba ñoo bokkoon Benno Bokk Yaakaar ànd ak seen mbootaay jàmm ak njëriñ mais ñun ñoo fa nekkoon pendant 12 ans 12 ans yi on n'a pas pu régler les problèmes des Sénégalais. Et comment encore faire confiance à des gens qui n'ont pas fait pendant 12 ans, qui n'ont pas su régler les problèmes, prétendre qu'ils pourraient les régler en 5 ans, c'est pas vrai. On a rejeté ce mensonge. On n'a pas voté pour eux. La deuxième question, la deuxième objection concernait le régime, le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, où, compte tenu de leur comportement, qui nous a semblé sectaire, lors des événements, lors des inondations qui ont marqué le territoire sénégalais, les régions. On a vu les prévalences comportementales de l'exécutif sénégalais selon les zones et selon les communautés. Écoute, un président du Sénégal qui a été élu par tous les Sénégalais, il n'a pas le droit de faire de différence. On a refusé de voter pour lui. waaw léegi Mamadou Demba comme ni ma ko waxee xam nga Bassirou Diomaye Faye am na at ci bopp réew mi donc ñun du bilan sax mais comme ñun dañuy yëngatu ci affaire diaspora bi te yow am ci xam-xam dañu bëggoon tooy ñu waxtaan ci ñoom en un an naka la ñu gérer Sénégalais de l'extérieur yi est-ce que am na différence ak lu fi nekkoon est-ce que am na évolution wala dafa am régression yooyu la ñuy xool ñu waxtaan et puis bu fekkee ne am na ay piste de solution yoo xam ne mën nañ ko dégager parce que l'objectif mooy en tout cas que sénégalais yu nekk biti réew fii ñu gis seen bopp ci gouvernement bu bees alors yow globalement bu ma la ne globalement naka ngay apprécier un an de pouvoir bi en termes de gestion des Sénégalais de l'extérieur? On ne peut pas parler de bilan parce que le bilan est un mandat avec une étape dans laquelle on peut waa nekk cin bi mu ngi xeeñ nee nañu togg bu naree neex day xeeñ am na xeeñ bu xeeñ bi nga xam ne
les Sénégalais. Ces situations sont fatigués, les difficultés sont énormes. Je dis que par rapport à l'étape dans laquelle nous sommes au début d'une expérience politique qui est particulièrement nouvelle et originale, où ce sont une génération de cadres, une jeunesse sénégalaise qui a pris le pouvoir. Cette génération qui a accédé aux responsabilités de l'État, dans les ministères, dans les directions générales, dans la quasi-totalité des services de l'État, majoritairement, ils n'ont pas l'expérience de l'animation des institutions de l'État, mais ils ont le droit d'apprendre, de se tromper. Et dans tous les régimes qui sont arrivés, quand le régime d'Abdoulaye Wade est arrivé, il a tâtonné. Malgré les transhumés bénéficiant de l'expérience de ministres qui ont transhumé, le gouvernement Macky Sall qui a gouverné longtemps, qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été ministre, qui connaît de fond en comble la profondeur de la République, leurs contradictions. Quand il a démarré son pouvoir en 2012, il a tâtonné, malgré l'environnement avec le soutien des Tanordien, Amata Soko, Bachili, Moussa Vagnas et Idrissa Seck. Maintenant, comparer ce gouvernement qui ne bénéficie pas de cet environnement-là, c'est un gouvernement bleu en matière d'animation des institutions de la République. On ne peut pas le comparer à ceux qui avaient déjà l'expérience avant d'accéder au pouvoir. Donc c'est normal, ça tâtonne. C'est pour cela que dans le processus, au début, j'ai préféré garder mon silence. Et le ministre Ousmane Sonko, il est président du PASTEF public, il est Premier ministre Ousmane Sonko, tant qu'il n'avait pas présenté son discours exprimé. Quand il s'est exprimé, posant son discours de politique générale, je me suis exprimé sur la partie qui me concernait en prime time, qui était celle des diasporas sénégalaises, en lorgnant d'autres aspects de son discours sur lesquels je suis revenu après. De deux parcours d'expérience dont l'un est terminé et l'autre est en train de se construire, on a comme l'impression, au lieu de chercher des expériences, de créer les conditions d'en avoir des défis du Sénégal qu'il permettrait de se soulever, tendance à regarder en arrière, comme s'il cherchait à avoir des justificatifs demain en cas où l'autre partie, et celle qui a été dépossédée du pouvoir, qui est là aussi, qui met en place des mécanismes tendant à barrer la route à cette jeune expérience, comme si cette partie qui était là avant a peur qu'on découvre quelque chose, a peur qu'on montre quelque chose, alors que l'autre partie cherche à montrer donc les insuffisances de l'autre. On est dans cette querelle de personnes, on est dans cette querelle de posture, on est dans cette querelle d'intérêt égocentrique personnel. L'un des parcours a tendance à promouvoir la vengeance, la haine, l'intimidation, les accusations, pour trouver légitimité par rapport à ce qu'il a envie de construire, alors que l'autre tendance essaie de mettre en place le piège de l'inaptitude et de l'incapacité pour montrer que ces gens-là, quel que soit leur cri, quelles que soient leurs ambitions, ils ne sont pas capables de gouverner, de telle sorte qu'à chercher à les déstabiliser en essayant de trouver des conjonctions entre les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Mais ça, c'est pas bon, ça. Des fils d'une nation en qui le Sénégal avait eu confiance. Le Sénégal n'a pas plus eu confiance en eux. Il les a dégagés. Il a mis d'autres. Ces gens-là n'ont pas le droit de mettre en place les bâtons dans les roues pour empêcher la nouvelle équipe de gouverner. La nouvelle équipe aussi, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas raison de chercher à légitimer ses échecs par son conflit antérieur avec ceux qui étaient là, comme si c'était ça la solution, comme si c'était l'alpha et l'oméga. Mais même avec l'histoire de la dette cachée, avec vraiment la corruption, les malversations financières, mais il est normal quand même que quiconque gouverne doit rendre des comptes.
je suis gré au président Diomaye Faye et à Ousmane Sonko de vouloir jouer dans la transparence. Dès lors que celle-ci est objective. Elle n'a pas matière à chercher des alibis par rapport à des risques d'échec. Ce qu'ils ont fait, c'est leur droit le plus absolu. Quand ils arrivent, on audite. Mais Macky Sall a audité Abdoulaye Wade. C'est pour cela qu'il a créé la CREI. Mais en créant la CREI, en disant qu'il fait la réduction des comptes, en fin de compte, ça a abouti à un règlement de compte. Macky Sall, famille Abdoulaye Wade. Ce n'était pas la réduction des comptes qu'il cherchait. Ou bien, il utilisait la CREI pour pouvoir intimider tous ceux qui avaient des choses à se reprocher, de venir vers lui, de telle sorte que, comme que c'est lui et eux qui étaient Abdoulaye Wade, avec Abdoulaye Wade, il pourra ainsi, en les ramenant vers lui par une transhumance téléguidée, donc à affaiblir Abdoulaye Wade et à éliminer Abdoulaye Wade de la scène politique, ce qu'il n'a pas réussi d'ailleurs. Aujourd'hui, on vit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des intimidations, il y a des peurs, il y a des manifestations de haine, alors que les grands hommes d'État, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils regardent par le passé, sur le passé, pour se servir des leçons du passé pour avancer, et non pas regarder par le passé, vers le passé, pour se servir des leçons du passé pour régler des comptes. L'expérience du président Mamadou Dia dans son conflit avec Senghor l'a enfermé 12 ans dans un cachot où la chaleur même peut tuer un être humain, a fortiori le reste. Mais quand Mamadou Dia est sorti, il n'a pas avancé par haine, il est parti voir Senghor pour voir comment oublier le passé et reconstruire de nouveau. J'aurais bien aimé que, quel que soit ce qui s'est passé entre Ousmane Sonko et Macky Sall, que ces deux personnes sachent que le Sénégal est avant eux et sera après eux. Et comme que le Sénégal est avant eux et sera après eux, ces personnes-là ont le droit, ont le devoir de pouvoir élaborer pour le Sénégal des stratégies de développement idoines qui seront utiles au Sénégal d'aujourd'hui et au Sénégal de demain. D'accord. On va revenir sur le thème principal. Ben Jaloun, qui a aussi gestion des Sénégalais de l'extérieur, en tout cas, il y a une différence entre le Macky Sall et le gouvernement Sonko lu muy def. Yow doon ngay xalaté aussi? Non, mais Macky Sall n'a rien fait pour les diasporas sénégalaises en termes de politique publique. Parce que nommer quelqu'un en poste, ce n'est pas une politique publique. C'est une stratégie clientéliste. C'est différent d'une politique publique des migrations internationales. Personne au Sénégal, depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, n'a responsabilisé les ressortissants des Sénégalais à l'extérieur dans les institutions de la République et dans l'administration nationale. Ce que Macky Sall a fait, je ne crois même pas que Sonko pourra le faire en termes de nomination. La diaspora est à l'âge, a été un socle important dans le processus de conquête du pouvoir de Macky Sall. Et il leur a renvoyé l'ascenseur. Mais seulement, ce sont des nominations individuelles qui ont été nommées, et dès l'heure où elles étaient nommées, elles ont oublié qu'elles venaient de la diaspora. Chacun a suivi sa carrière personnelle sans pour autant amener des solutions ou regarder par derrière lui. Il n'y a pas eu de politique publique. Tous les ministres des Sénégalais de l'extérieur qui ont été nommés par Macky Sall ne sont jamais venus en France rencontrer les diasporas sénégalaises. Ils viennent souvent ici, mais quand ils viennent, il se suffit de rencontrer les militaires de la paix. Pour eux, seuls les militants de la paix étaient les membres de la diaspora. Malheureusement, l'espoir que nous avions à travers Sonko et Diomaye, même si dans le document, le projet, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur les diasporas ou sur ce que les diasporas pourraient faire. Dès lors où j'ai vu qu'ils ont répété la même chose, c'est-à-dire au lieu de donner à la diaspora... c'est important, mais nous devons le français, malheureusement, d'une côté. Donc, je dis que depuis qu'ils sont là, ils ont répété la même chose. Nous avons aussi Macky Sall ci limu defoon fekk loolu ñun lañu doon xeex pour loolu dañ bañ am bi ñu ñëwee amoon nañu ci ñoom yaakaar bu rëy su ñëwee ñu def leneen c'est-à-dire
ñu may diaspora bi cër jox ko place bu mu war a am ci appareil gouvernemental bi instituer diaspora dans une dynamique d'interministérialité c'est-à-dire que am ci nga xam ne ñu bare war nañu mus a am ba fexe ci biir chaque ministère am une dimension diaspora que le ministère des Sénégalais de l'extérieur en tant que cellule interministérielle pourrait donc faire valoir auprès du président de la République, du Premier ministre. Est-ce que c'est parce que, par exemple, comme Ben Numkowahe, ce caractère transversal, ministre, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, ou on a encore rattaché directement au Premier ministre? Mais c'est pas bon, parce que le secrétariat d'État rattaché au ministère des Affaires étrangères, ce n'est qu'une source de conflit de compétences. Non, on est rattaché à la primature. Hein? Même là-bas, il y a déjà eu cette expérience avec Matassi Diallo. Au début, Matassi Diallo avait été rattaché avec Abdou Diouf. Après, il a été rattaché chez Abib Thiam. Mais ça n'a pas bougé. Le ministère des Sénégalais de l'extérieur, compte tenu du poids que représente la diaspora, du poids économique et financier, du poids de lisibilité internationale, du poids de la représentativité de l'image du pays à l'extérieur, mérite un ministère de plein exercice. Ce ministère de plein exercice sera doté d'instruments, il promouvoit l'interministérialité, les complémentarités avec les autres départements ministériels, notamment celui des affaires étrangères, celui de la culture, celui de l'éducation nationale, celui des collectivités territoriales, celui donc du développement rural et celui donc de la sécurité et de la défense nationale. Donc, avec le ministère des Sénégalais de l'extérieur, peuvent bâtir ensemble, avec d'autres acteurs économiques, une politique publique des migrations internationales, à partir duquel le Sénégal pourra non seulement régler les migrations arrivantes au Sénégal, et aussi anticiper les migrations de départ, de telle sorte que le gap, les entrées et les départs, permettrait au Sénégal à la fois, non seulement de bénéficier des apports de tout le monde, mais en même temps de construire des outils de sécurisation et des risques sécuritaires, prévenant donc les risques que peuvent porter les migrations internationales. Mais il n'y a pas ça au Sénégal. On se contente seulement des mandats sénégalais. En dehors des mandats, l'État du Sénégal, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, ne réfléchit pas sur des outils qui permettraient au Sénégal de bénéficier d'apports financiers considérables qui malheureusement dorment dans les banques françaises. Mais justement, Mamadou Dem en filigrane, donc, le gouvernement de profiter de l'épargne des Sénégalais, banque Toubabi, et puis l'association ne fonctionne pas. Mais, voilà. Voilà. C'est pas compliqué si le gouvernement sort du piège du sectarisme. Parce que la difficulté du président Macky Sall, comme du PDS d'ailleurs, et même du PS, c'est que les partis politiques sont très sectaires. Les militants des partis politiques qui sont au pouvoir sont très sectaires. Ils n'acceptent pas de partager. Les chefs d'État ou le gouvernement ou les ministres ont tendance à créer des dynamiques clientélistes à la place des constructions de logiques de développement dont les migrations peuvent être les supports. Ils savent pertinemment, s'ils acceptaient d'ouvrir et de ne pas se suffire aux seuls militants du PASTEF, qui sont aujourd'hui dans une logique sectariste, qui ne veulent rien partager. Parce que quiconque n'est pas membre du PASTEF, dès qu'il est nommé, c'est une guerre à l'infini. Or, la réalité, c'est que les seuls militants du PASTEF n'auraient jamais réussi à élire Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Les 50% des Sénégalais qui ont voté pour Bassirou Diomaye Faye, les 2 tiers ne sont pas du PASTEF. Donc, s'ils étaient intelligents, les 2 tiers qui n'ont pas voté, qui ne sont pas du PASTEF, et qui ont voté pour le président Bassirou Diomaye Faye, parmi eux, il y a des ressources humaines de très grande qualité qui peuvent effectivement apporter un concours considérable dans tous les domaines de la vie économique et sociale d'un pays, de telle sorte qu'ils puissent contribuer
au succès de la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, qui sera au succès du Sénégal et des Sénégalais. Mais malheureusement, Mamadou Deme, yow épargne sénégalais de l'extérieur yi fii yow boo koy évaluer di nga ne à peu près ñaata la. Non, pour le moment, il n'y a pas d'apport. On ne peut pas évaluer ce que le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye a fait pour la diaspora, en dehors de la distribution des passeports. Non, je ne parle pas de ça. Je dis l'épargne des Sénégalais de l'extérieur dans les banques. Bon, quand le gouvernement est arrivé, c'était au mois d'avril. Au mois de juillet, j'ai écrit un courrier au ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Comme président de SD2S, Sénégal Diaspora et Développement Solidaire, qui est une ONG et membre d'une plateforme internationale d'organisations qui regroupe des entreprises et des fondations, qui travaillent dans la promotion des partenariats publics-privés entre des partenaires à l'extérieur du pays et les collectivités territoriales du Sénégal. Dans ce collectif, je gère la dimension diaspora, l'articulation des besoins en financement et en investissement donc, du pays par rapport au réseau des diasporas sénégalaises qui dispose des moyens considérables qu'aucun gouvernement du Sénégal n'a pas réussi ou n'a pas voulu venir chercher. Ces moyens-là sont de 4 ordres. Le premier moyen, c'est le réseau des caisses villageoises sénégalaises en France. Il est très intéressant ce réseau. En France, il y a 8847 caisses villageoises. Ces caisses villageoises-là sont Peul, Soninké, Mandeng, Malinké, Diakhanké, Diola, Mandjak. Les Sérères et les Wolofs sont dans une autre dynamique de socialisation élémentaire en matière de finances. Ces 8847 caisses villageoises, elles sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas monolithiques. Parce que celles qui existent en France se trouvent dédoublées, voire quadruplées dans d'autres circonstances. Parce que les ressortissants d'un village qui sont ici en France, partout où ils sont à travers le monde, ils créent les mêmes caisses. Ce qui fait que ce sont des caisses multilocalisées dans plusieurs pays et que ces caisses donnent aujourd'hui, je donne un exemple. La caisse de mon village, ici en France, on est en France, on a une caisse en Italie, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, au Zaïre, et Congo, donc en Angola, et tout ça, dans chaque zone où nous sommes, nous avons donc une caisse localisée, donc villageoise mère, avec laquelle on définit les besoins prioritaires des villages. Mais c'est énormément d'argent. Les 8847 caisses villageoises qui sont ici en France, c'est 3 842 792 000 euros qui se trouvent localisés dans les banques françaises, 7 banques françaises, la Caisse d'épargne, la Poste, la Banque postale, la Banque populaire, le Crédit agricole, la Société générale et la CBAO, qui regroupent la majorité des moyens. À côté de cette filière de mobilisation de l'épargne des migrants, vous avez les caisses de décès qui ne sont pas les caisses de village. Même si dans chaque caisse villageoise, il y a des segments. Ce sont des caisses intervillageoises reliées au décès, reliées à l'assurance maladie. Ce sont des caisses de femmes. Les caisses hommes qu'il y a dans les caisses villageoises correspondent à des caisses femmes originaires des villages, qui équivalent le même nombre. Il y a en dehors des caisses femmes des réseaux de mobilisation financière que sont les tontines. Il y a 11 000 tontines de femmes en France. Il y a des caisses de rapatriement des corps en cas de décès en France. Il y en a 3 844. Il y a des caisses de jeunes d'origine sénégalaise qui sont à l'école des solidarités villageoises, qui ont créé, c'est-à-dire ce sont les jeunes qui, dans les années 84-88, que nous ramenions au Sénégal dans le cadre des découvertes des cultures d'origine et qui, au fur et à mesure qu'on découvrait les cultures d'origine, ont pris fait et cause pour le Sénégal, ont créé des associations de soutien et de solidarité à l'égard de leur village ou à l'égard d'autres villages du Sénégal. Et surtout, aujourd'hui,
des capacités d'initiative de création entrepreneuriale pour aller investir au Sénégal. Mais il y a plus de 5000 organisations de jeunes qui sont ici en France, qui travaillent dans ces questions-là, mais qui n'arrivent pas à trouver d'interlocuteurs au niveau du Sénégal. Il y a les caisses de caste, les caisses de quartiers de village, les caisses de famille et les caisses de classe d'âge. Voilà les différentes formes de caisses qu'il y a. À côté de cette première catégorie, vous avez les daïras religieuses musulmanes, les daïras religieuses chrétiennes, parce que vous savez que beaucoup d'événements religieux au Sénégal, leurs principaux bailleurs sont ici dans la diaspora sénégalaise. Que ce soit le Magal Touba, que ce soit chez les Niassènes, chez les Layènes, chez les Tijanes, que ce soit le pèlerinage de Pompaguine, que ce soit d'autres. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les daïras polythéistes, dont les gens ne sont ni musulmans ni chrétiens, ou même s'ils sont musulmans chrétiens, ils ont encore sauvegardé les pratiques anciennes anti-islamiques ou anti-chrétiennes, notamment chez les Diola, les Balantes, les Bankagnes et les Mantiak et certaines familles sérères et d'autres Bassari qui sont dans la région du Sénégal oriental. Donc il y a ces caisses-là qui sont là, qui disposent de l'argent comme ce n'est pas possible. Et que cet argent-là est aujourd'hui dans les caisses. Nicolas Sarkozy en 2006, il avait compris ça. Il a créé un compte épargne pour développement pour essayer de faire un revasement de tous ces moyens-là dans ce compte-là et que la France utilise ce compte pour pouvoir donc impulser le pays d'origine. Il y a là une autre somme d'argent qui est plus importante et plus intéressante. Vous savez que dans le cadre de la Convention sociale franco-sénégalaise, en matière d'assurance maladie ou en matière d'allocation familiale, il y a une distinction qui fait que entre un Sénégalais qui est ici et un Sénégalais avec sa famille et un Sénégalais qui est au Sénégal, dont la famille est au Sénégal, les rémunérations des allocations familiales ne sont pas les mêmes. Il y a de type qui gagne le SMIC ici en France avec sa femme et ses 4 ou 5 enfants, il peut bénéficier d'une allocation familiale mensuelle allant de 1100 à 1500 à 1600 euros par mois, avec tous les effets de droit territorialisés. Le Sénégalais qui vit en France et qui est du SMIC et qui vit dans les mêmes conditions de travail, qui fait les mêmes cotisations sociales, dès lors que sa femme et ses enfants ne sont pas ici en France, mais ils sont au Sénégal, il bénéficie au maximum, au grand maximum, de 200 euros pour 6 enfants, et que cet argent arrivé au Sénégal, la Caisse d'allocation nationale sénégalaise prend taxe sur cet argent-là et ne la reverse pas directement intégralement aux familles qui sont là-bas. Le différentiel potentiel entre ce qu'un et sa famille qui est au Sénégal et un Sénégalais qui est ici et sa famille qui est là, ce qu'on appelle les droits non reversés des travailleurs migrants liés à ces cotisations sociales est énorme, parce que ça varie de 900 euros à 1200 euros de différence. Cet argent de différence-là, plus est ajouté aux récupérations d'autres populations migrantes qui sont ici en France en fonction des accords que la France a avec le pays. Donc on voit que cet argent-là reste en France. 20% de ces droits non reversés au Sénégal par rapport aux familles, c'est 50 milliards de CFA. Or, la France se sert de cet argent, des droits non reversés, pour financer sa politique d'intégration, pour financer sa politique de coopération décentralisée, pour financer le volet co-développement avec le programme PSD, la convention co-développement franco-sénégalais, des fonds du co-développement au niveau du PSD qui lie la France et le Sénégal, donc viennent donc de ces droits non reversés, et puis le reste est financé par l'Europe et les 10% restent par le gouvernement du Sénégal. Donc ça, on ne peut pas comprendre comment un pays qui dispose de ressources comme ça, de ces ressortissants qui sont à l'extérieur, ne mène aucune réflexion pour voir comment et par quoi ces moyens colossaux qui dorment à l'extérieur du pays peuvent-ils être des outils de financement ou de vulgarisation économique en faveur des territoires, des terroirs, même en faveur de la politique. Mais Mamadou Dem, comment
peut-on ou pourra-t-on mobiliser cette énorme manne financière? Vous faites ni, on n'associe pas les responsables d'associations, on veut rester dans l'entre-soi pastéfien. Pourquoi? En 98, en 2018, parce que je suis membre du réseau du Forum des diasporas africaines qui travaille à la promotion des partenariats publics-privés en essayant de ne pas tomber sous le piège de la France. La France, c'est qu'actuellement, elle est fortement concurrencée par les pays du BRIC dans le marché africain. La diaspora qu'elle n'a pas voulu jusqu'ici associée à sa politique de coopération bilatérale ou multilatérale est devenue soudainement intéressante parce qu'elle s'est rendue compte que la diaspora peut l'aider à l'accompagner et à reconquérir le marché africain. Ils ont créé un espace qu'on appelle le Forum des diasporas africaines, où il y a les grands services de l'État, où il y a les grandes entreprises nationales et internationales françaises, et surtout les réseaux entrepreneuriaux des diasporas sénégalaises, une certaine intelligentsia africaine, pour qu'ensemble, on réfléchisse sur la manière dont la diaspora pourrait jouer le rôle d'interface ou d'intermédiation entre les besoins prioritaires de leur pays d'origine et aussi les intérêts stratégiques de la France en Afrique. Je suis associé à ce réseau-là. J'ai invité Tanodien, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, à venir assister au premier forum de 2018. À ce sens, le Haut Conseil, par mon intermédiaire, a été accepté pour siéger au Conseil d'orientation du Forum des diasporas africaines de France. J'ai représenté le Haut Conseil pendant 6 ans. Nous avons mis en place, et Tanor à ce moment-là m'a demandé, dans le cadre d'un groupe d'études que tu connais, pour effectivement réfléchir sur la manière dont les diasporas sénégalaises, l'État du Sénégal et les collectivités territoriales pourraient mettre en place ce qu'on appelle un pacte de confiance. Un pacte de confiance qui permettrait à l'État et aux collectivités territoriales et aux diasporas de travailler ensemble dans la configuration d'un projet de développement territorial à l'échelle du territoire, donnant aux diasporas une visibilité et une visualité de là où ils pouvaient investir en dehors de l'immobilier et du logement, qui est aussi un outil d'investissement important, mais aussi en même temps, essayer de trouver des possibilités pour les diasporas de réaliser, en partenariat avec les collectivités territoriales sénégalaises, donc des cadres qui leur permettraient d'asseoir des légitimités de pouvoir ou de contre-pouvoir, ou même de construire des symétries avec d'autres partenaires qui sont intéressés par les diasporas, qui sont intéressés par les partenaires publics-privés. Parce que lorsqu'on regarde l'exemple des coopérations décentralisées, tout financement de coopération décentralisée contient 30% de l'apport des diasporas sénégalaises. Aucun acteur de la coopération décentralisée n'accepterait de financer un projet de coopération décentralisée s'il n'y a pas une part de 20 à 30% que le village bénéficiaire met à disposition. Or, ces 20 à 30% sont généralement pour les villages versés par leur propre diaspora qui sont à l'extérieur du pays. Dès lors que le Sénégal a ces outils-là, ces potentialités, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que le Sénégal ne connaît pas sa diaspora. Les États du Sénégal ne s'intéressent pas à leur diaspora. Ils ne connaissent pas leur diaspora. Ils ont peur de leur diaspora. Et c'est ça la réalité. C'est cette peur de la diaspora qui les empêche d'aller vers la diaspora pour travailler avec eux. Tous les élus locaux, les maires et les présidents de conseils départementaux au niveau du Sénégal, ils viennent en France, ils rencontrent leurs partenaires français, mais ils ignorent les ressortissants de leur village qui font partie de leur commune. Pourquoi? Parce que l'argent que la diaspora est en capacité de réunir, ils ne pourront pas la contrôler à 100%. Et tous ceux qui ne peuvent pas contrôler à 100% pourront faire ce qu'ils veulent sans avoir à rendre compte. Ils ne vont pas vers, parce qu'ils savent qu'avec l'argent de la diaspora, ils vont rendre compte. Et que l'argent de la diaspora ne sera pas dépensé n'importe comment et où et n'importe où. Donc, cette crainte, cette peur, cette volonté de ne pas avoir à rendre compte fait que ce soit au niveau de l'État et que ce soit au niveau des collectivités territoriales, on fait abstraction des possibilités et des réalités financières que la diaspora peut porter. Mais au-delà de cette réalité financière et de ce que la diaspora peut apporter,
c'est les ressources humaines que constitue la diaspora. Mais, on va revenir sur les ressources humaines, mais restons un peu sur les ressources financières. Par exemple, ces nouvelles autorités, concrètement, qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour pouvoir mobiliser quand même cette épargne? Parce qu'on a besoin de cet argent pour financer le développement du Sénégal. Mais est-ce qu'en restant enfermé, en restant dans l'entre-soi, en s'intéressant qu'aux militants du PASTEF, est-ce qu'il est possible quand même de mobiliser cet argent? C'est là, nous avons un Sénégalais de l'extérieur qui était au Canada, qui a une expérience anglo-saxonne assez intéressante en matière de gestion des migrations. Je ne le connais pas, mais j'ai essayé à savoir qui il était. Les compatriotes qui sont au Canada, qui sont mes proches ou qui sont membres de mon parti, certains d'entre eux le connaissent. Ils m'ont dit de bonnes choses sur lui, avec des approuvés favorables. Il a commis une erreur, et c'est dommage. En tant que, compte tenu de ce qu'il a comme parcours dans ces pays anglo-saxons, compte tenu de la diversité des parcours migratoires, le Sénégal a besoin d'une équipe qui comprend les législations anglo-saxonnes en matière d'immigration, qui comprend les législations européennes en matière d'immigration, qui comprend les législations africaines à travers la CEDEAO ou l'UA en matière d'immigration, qui comprend les législations asiatiques, chinoises, thaïlandaises ou Inde en matière d'immigration. Le regroupement de ces stratégies internationaux en matière d'immigration et toute la dimension de la législation de l'OIT ou du Bureau international du travail aurait permis au gouvernement du Sénégal de mettre en place un canevas qui serait utile de l'aider à montrer ça. Maintenant, le gouvernement est resté dans le schéma classique. Quand j'ai envoyé un courrier au ministre de l'économie, j'ai parlé au secrétaire général de ce ministère sur ce que nous, à Diaspora, nous pourrions faire en termes d'apport financier, au-delà de nos ressources humaines, mais savoir connaître, ils sont très loin de la compréhension de ce que la diaspora peut faire en tant qu'outil. Eux, ce qui les intéresse, c'est les outils classiques d'une économie extravertie, très dépendante de l'extérieur. Les emprunts, les diasporas bons. Mais les diasporas bons, c'est la plus mauvaise idée qu'on peut avoir en matière de récupération de l'argent des migrants. Ah bon? Comment tu peux l'expliquer? Ah oui. Ah oui. Non, vous savez que les diasporas bons, il y a eu une expérience quand dans le cadre de l'opération des 100 000 logements que le gouvernement de Macky Sall voulait mettre, la BHS est venue ici en faisant un circuit dans le cadre des dispositions de l'UMOA pour pouvoir mettre en place une opération de diaspora bon. Ils ont dit que ça a marché, oui, peut-être. Ils ont le bénéfice du doute. Mais nous savons qu'ici, en tout cas, en France et en Europe, la crise de confiance qu'il y a entre les réseaux des diasporas et les institutions de la République et l'État, et les tenants de l'État au Sénégal, et les institutions financières de l'État du Sénégal, ça m'étonnerait que ça marche. Parce que beaucoup de Sénégalais, que ce soit avec la BNDES à l'époque, avec d'autres, la banque que Mimran aussi avait amené ici, beaucoup de gens ont eu, surtout avec la disparition de la banque de Mimran, avec la disparition de la BNDES, beaucoup d'argent est perdu et aucun Sénégalais n'a été remboursé jusqu'à présent. Donc, des gens qui ont vécu ça, et on revient vers eux sans solder ce qui s'est passé, sans trouver les éléments de solution jusqu'à présent. Aucun ne s'est retrouvé dans ces fonds perdus et on leur demande de venir souscrire des diasporas. Et deuxièmement, dans le cadre de ces diasporas ici, nous on l'a regardé. J'avais rencontré les personnes qui étaient venues à la BHS pour voir comment on peut faire. Alors que nous déjà, dans le cadre de la mission que Ousmane Tanor Dieng voulait qu'on fasse sur le pacte de confiance entre l'État du Sénégal et les Sénégalais de l'extérieur, dont l'objectif d'abord, était de connaître la diaspora, les réseaux de la diaspora, ce qu'ils portent, ce qu'ils font, leurs pratiques financières, leurs formes solidaires entre elles, et entre eux et d'autres, entre eux et leur pays d'origine. Une fois qu'on a tous ces outils-là, les apports potentiels qu'ils peuvent avoir, et pour le Sénégal, et pour leur collectivité territoriale, et pour leur village, et pour les différentes générations, et surtout, le rôle et la place de la diaspora sénégalaise pour lutter contre l'immigration clandestine. D'autant plus que une partie de la diaspora sénégalaise est
un outil, un relais important dans la multiplication de ces initiatives en matière d'immigration clandestine, notamment au niveau des financements que les mafias récupèrent, des mafias locales sénégalaises et des mafias locales intermédiaires jusqu'à l'arrivée en Europe. Donc, tout ça, nous, on a fait un travail colossal là-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu, ici en France, des gens, compte tenu de leur niveau de vie, n'étaient pas en capacité de souscrire à des diasporas bons. Nous les connaissons. Mais on a vu des gens souscrire des diasporas bons à des niveaux de sommes élevés, manifestement qu'ils ne leur appartenaient pas. D'où le soupçon de prête-nom que nous avons à l'égard de certaines personnes ici qui ont souscrit des diasporas bons, parce que, alors que nous savons que dans leurs conditions de vie en France, ils ne sont pas en capacité de faire ça. Donc, moi, je crois que dans une démarche de transparence, si j'étais le Sénégal, c'est de réaliser d'abord le recensement des Sénégalais de l'extérieur, savoir où nous sommes, qui nous sommes, comment nous sommes, et par quel biais nos parcours de vie peuvent-ils être un outil important pour le Sénégal. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'on renferme les compétences et les pratiques financières des migrants. Sous quel format? Et à partir de là, quel mécanisme, quel besoin? Donc, à partir des besoins des Sénégalais de l'extérieur, le gouvernement du Sénégal propose un canevas et qu'il y ait une rencontre à Dakar, au Sénégal. On discute une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qu'on arrive à quelque chose où les réseaux des diasporas sénégalaises, l'État du Sénégal, les collectivités territoriales du Sénégal pourraient donc se retrouver ensemble. Il y a nécessité d'organiser une assise. Ces assises-là permettront à l'État actuel de déterminer les véritables potentialités, les circonscrire, réfléchir avec les diasporas, quelle structure, quelle infrastructure financière peut-elle co-construire avec les réseaux des diasporas qui les mettrait en confiance, de telle sorte qu'à vouloir déposer à travers ces structures, donc les outils et les moyens, aujourd'hui que ces diasporas déposent dans les banques françaises et que les banques françaises prêtent à nos pays à des taux d'intérêt particulièrement élevés. Donc si on arrive à faire ces assises-là, et que l'idée du Premier ministre sur la haute autorité des diasporas sénégalaises, en espérant qu'elle ne sera pas comme les anciens conseils, au Conseil des Sénégalais de l'extérieur du gouvernement d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade, elle n'en a même pas imaginé à le faire. Macky Sall a promis la 15e région, mais c'était un slogan qui n'a pas raison d'être, alors qu'il avait tous les outils nécessaires pour faire cela. Il ne l'a pas fait. Maintenant, comme que le gouvernement du Sénégal est là aujourd'hui, il devra se servir des expériences passées, ne pas commettre les mêmes erreurs, malheureusement qu'ils ont commis. Récemment, on a entendu, avec une forte publicité, la création d'une banque des Sénégalais de l'extérieur. Dans la vidéo qu'on a vue, on a vu l'actuel secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, on a vu le directeur de la BNDE et le directeur là, de Copar Express. Copar Express qui est l'outil de mobilisation de l'argent pour le PASTEF. Donc, la BNDE et Copar Express signent une convention pour créer une banque des Sénégalais de l'extérieur. À charge aux Sénégalais de l'extérieur d'ouvrir des comptes dans cette banque-là. Et c'est le ministre et le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, secrétaire national du PASTEF chargé des finances, qui est donc le parrain de cette opération, monté par le Copar Express et le directeur de la BNDE qui est PASTEF, donc pour créer une banque des Sénégalais de l'extérieur. On se moque de qui là? On se moque de qui? On travaille pour quoi? On travaille pour le PASTEF ou on travaille pour le Sénégal? Pourquoi ne pas regarder les choses en face? Ce qu'on sait, on le montre. Ce qu'on ne sait pas, on fait appel aux d'autres apports qui pourraient effectivement venir. Et la mise en commun des différents apports aurait permis à ce gouvernement du Sénégal de faire face à ces deux urgences. J'ai écrit, je crois que tu l'as publié dans Info 15, le plaidoyer que j'ai envoyé au président Bassirou Diomaye Faye sur la création du pôle territoire diaspora. Du pôle territoire diaspora.
je lui ai envoyé une lettre ouverte. Cette lettre ouverte montrait les mécanismes par lesquels les diasporas sénégalaises peuvent être des partenaires du gouvernement en matière de mobilisation des moyens d'épargne, des moyens financiers, des moyens en ressources humaines des diasporas sénégalaises pour accompagner ce gouvernement dans sa lutte, dans sa conquête de souveraineté nationale et locale. Mais ils n'ont pas répondu. Il n'y a eu aucune suite. Et quelles ont été les grandes propositions dans cette lettre? J'ai fait toutes les propositions. Il y a même mieux que ça. Quand le président Bassirou Diomaye Faye est venu ici, il a souhaité rencontrer les acteurs associatifs. Malheureusement, l'ancien consul n'a pas voulu m'envoyer l'invitation. Mais... Amadou Diallo. Oui, il n'a pas voulu m'envoyer d'invitation. Ça, c'est comme d'habitude, les gens de la paix m'ont toujours fait comme ça. Mais, à partir du moment où j'ai vu que je n'allais pas le rencontrer, j'ai écrit un article en le souhaitant la bienvenue en France. Dans cet article qui a été publié dans cet article qui a été publié par Info 15, j'ai fait des propositions pour montrer que les diasporas sénégalaises étaient donc des partenaires possibles et potentiels pour le gouvernement dans une perspective de mobilisation des ressources humaines, de mobilisation des ressources financières et de mobilisation des partenariats publics-privés dont les diasporas sénégalaises pouvaient être les relais, les interfaces et les intermédiations. Mais ils n'ont pas répondu. J'ai saisi le ministre de la Santé parce que le groupe que j'ai l'honneur de diriger, SD2S, a une enveloppe de 40 postes de santé. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de contrats, de conventions avec des associations de diaspora sénégalaises qui veulent réaliser pour leur village ces infrastructures sanitaires. J'ai écrit au nouveau ministre de la Santé parce que l'ancien équipe du gouvernement de Macky Sall n'a pas voulu traiter avec nous de cette question. Parce qu'on a, pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici, qui sont lamentables. L'actuel ministre de la Santé, qui est originaire de la vallée du fleuve du Sénégal, comme nous, comme moi, je l'ai saisi par un courrier lui montrant la disponibilité de cette enveloppe, autour de laquelle nous voulions travailler avec son ministère, pour permettre à beaucoup de villages qui sont au Sénégal, qui sont dans des zones de désert médical, de pouvoir bénéficier d'infrastructures sanitaires. Je lui ai envoyé ce courrier au mois de juin 2024, il ne m'a jamais répondu. Je lui ai envoyé 3 messages SMS, il ne m'a jamais répondu. Je lui ai envoyé 4 audios, il ne les a même pas lus jusqu'à maintenant. Au niveau du ministère de l'économie, le courrier que je leur ai envoyé, qui leur montrait les possibilités et les potentialités de financement, permettant au Sénégal beaucoup de collectivités territoriales aujourd'hui, qui élaborent des budgets insincères, qui élaborent beaucoup de choses qui ne correspondent pas à leurs moyens, qui dépendent de l'extérieur, qui dépendent de la coopération décentralisée, qui leur faut faire n'importe quoi avec des critères inacceptables. Mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Et dès l'instant où je n'ai pas eu de réponse, donc nous nous taisons. Nous nous taisons. Nous nous taisons. Nous nous taisons. Et pour éviter tout cela, nous faisons en sorte que, malgré l'État, que l'État du Sénégal nous snobe, ne s'intéresse pas à nous, que nous poursuivons. L'année dernière, nous avons décroché un gros contrat en matière de financement de l'électricité. Il y a un réseau de villages, du Ferlo, de la commune de Aouré, qui est ici en France, qui s'appelle l'Espoir du Ferlo. Nous avons signé avec eux un engagement d'électrification de leurs 27 villages par le biais de l'énergie solaire. Nous avons rencontré les partenaires, l'entreprise qui était à Douane. On a obtenu les financements, l'ADM. On a trouvé un cadre d'accord avec l'AFD. Donc, le tiers de la somme, qui correspond à 472 000 € était pris en charge par les caisses de ces 27 villages. Nous sommes venus avec les partenaires au Sénégal. Nous sommes venus avec ces partenaires au Sénégal.
on a rencontré le PCA de l'ANER, parce qu'il s'agit d'énergie renouvelable. On a eu toutes les difficultés du monde à rencontrer le directeur général de l'ANER. Le directeur de l'ASER, à l'époque, pas celui qui est là actuellement, il nous a donné 7 fois des rendez-vous, à 7 reprises. À chaque fois, nous venons, il n'est pas là, il est au baptême, il a un deuil, il est au mariage. Jusqu'à ce que mes partenaires me regardent avec des coins de ridicule en me disant, mais au Sénégal, vous n'avez que des baptêmes, des mariages et des décès. Elle est où l'économie du Sénégal? Elle est où la place du Sénégal dans le processus de création? Mais ces comportements-là, ce sont des comportements qui ne sont pas neutres. Un directeur général qui est chargé de promouvoir l'électrification rurale, on vient avec une équipe qui a un financement, avec un projet de création d'une école de formation au métier de énergie renouvelable dans la zone, dans le département de Kanel. Ce gars-là refuse de nous recevoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des conditionnalités qui font que nous refusons ces conditionnalités-là. Voilà le problème. C'est-à-dire que la difficulté de visibilité en haut du président ou du chef de gouvernement, elle est liée à l'incapacité de l'administration intermédiaire en charge de ces questions, incapable de vulgariser ces nouvelles idées pour que l'État, le président ou le Premier ministre voient les choses. On a une administration aveugle qui ne sait pas innover. Allez, Mamadou Diam, est-ce qu'on ne peut pas aussi, on va parler un peu aussi de la Convention de sécurité sociale entre la France et le Sénégal. Est-ce que cette convention, elle n'est pas caduque concrètement? Cette convention qui date de 1974, elle gère tout ce qui touche à la vieillesse, les retraites, la dépendance, les allocations familiales, l'assurance maladie. À l'époque, toi, j'en ai été témoin, j'étais présent à cette époque, un Sénégalais qui était ici en France, quand il rentre au Sénégal, il allait à sa caisse de sécurité sociale, on lui donnait un papier, à partir duquel, s'il tombe malade au Sénégal, tous ces soins qu'il a eu à connaître là-bas, dès l'instant que ça a été rempli par l'autorité sanitaire compétente, il revient en France, on lui rembourse ses frais. Mais au fur et à mesure de ces négociations, qu'il y a du renouvellement de ces conventions, cette disposition a sauté, ce qui fait que le Sénégalais, qui est ici, quand il rentre au Sénégal, c'est fini. La France a territorialisé les droits. Il n'y a pas d'externalisation possible. Le gouvernement du Sénégal refuse de négocier la réciprocité. C'est-à-dire que, comme le Mali a fait la réciprocité en matière d'assurance maladie, les Maliens qui sont là-bas, dont les familles sont au Mali, mais leurs familles se soignent dans les sécurités sociales de leur mari ici en France. Abdou Diouf a refusé de faire ça. Abdoulaye Wade a refusé de faire ça. Et nous avons des preuves matérielles pour prouver que ces gens ont refusé de faire ça. Macky Sall s'y est même pas intéressé. Nous espérons que le gouvernement du Sénégal actuel, quand il engagera dans le cadre des commissions mixtes, donc le renouvellement de ces conventions ou la période de revisiter ces conventions, qu'ils auront le respect des diasporas sénégalaises pour les associer à cette démarche de renégociation, parce que nous sommes mieux placés qu'eux qui sont là-bas par rapport à ce qu'il y a ici. Beaucoup d'entre nous ici sont des experts de ces questions. Nous avons des jeunes Sénégalais qui sont ici, qui sont des inspecteurs de l'action sociale et sanitaire, des inspecteurs de l'IGAS. Il y a 7 jeunes Sénégalais qui sont des inspecteurs de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales. Il y a les inspecteurs de la DAS. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons dans la DAS, dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, il y en a 7, sont des délégués de préfet. Moi, j'ai été délégué de préfet pendant 10 ans en France, dans le corps préfectoral français, et nous prenons en charge, nous suivons en charge toutes ces questions liées à l'intégration, liées à la prise en charge des populations étrangères. Comment un pays qui a ces ressources-là, ici en France, ignore ces ressources
quand ils viennent négocier, ils ne savent rien de ce qui se passe ici. Et ils sont à la merci des autorités françaises qui sont en prévalence sur eux. Ils négocient en situation de dépendance et en asymétrie qui ne leur permet pas de défendre les intérêts des Sénégalais. Parce que je me souviens d'ailleurs une fois, lorsque le ministre Yérodi est venu ici, il nous a sollicités. Nous l'avons rencontré au consulat général du Sénégal en France. Nous l'avons rencontré. C'est là j'ai une personne qui est plus forte que moi ici. Donc, nous sommes, on l'a aidé, on l'a monté un dossier en béton pour l'accompagner dans sa négociation. Nous lui avons proposé de l'accompagner. Ils ont refusé. Alors que la délégation malienne, si elle vient, elle est accompagnée par les ressortissants maliens, les Marocains font de même, les Algériens font de même, les autres pays du monde font de même, mais les Sénégalais sont autosuffisants. Ils n'acceptent pas qu'ils ne savent pas. Mais on ne peut pas tout savoir. Donc nous qui sommes dans l'administration française, qui travaillons sur ces questions, beaucoup d'entre nous sont des experts sur ces questions. On demande de les accompagner, ils refusent. Et quand nous allons là-bas, ils se contentent de l'ambassadeur et du consul. L'ambassadeur qui ne connaît pas les Sénégalais en France. Il n'y a pas de lien entre l'ambassade et la communauté. Et tu en es témoin. Il n'y a pas de lien. Les seuls liens entre les ambassadeurs que nous avons connus ici, c'est les militants des partis politiques du président de la République. En dehors de cela, l'ambassadeur n'a aucun lien avec les réseaux organisés des diasporas sénégalaises. Le consul général, en 12 ans, ne connaît que les militants de la PR. Il ne connaît pas les autres réseaux des diasporas sénégalaises. Il n'y a jamais eu de rencontre. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent-ils dire, voilà les besoins des gens, voilà leurs intérêts, etc. etc. Et nous savons qui est dans ces réseaux des partis politiques. Il n'y a pas beaucoup d'experts en matière d'immigration. Lorsqu'ils sont partis, nous avions posé le problème des retraités qui rentrent au pays, qui à l'époque bénéficiaient de, ce n'était pas l'ASPA actuel, mais du minimum vieillesse. Quand ils ont posé cette question, la France a posé le principe de la territorialité des droits, en disant que on ne peut pas donner cet argent parce que c'est l'argent des contribuables sénégalais. C'est l'argent des contribuables sénégalais. C'est l'argent des contribuables sénégalais. Mais ce que la France a omis de leur dire, c'est que cet argent des contribuables français, c'est aussi les cotisations des impôts des migrants qui sont en France, parce que nous sommes des contribuables, au même titre que les Français. Nous payons les impôts ici. Donc, en état de droit, ne peut pas créer de discrimination entre ces citoyens. Ces citoyens qui ont des droits, qu'ils soient en France ou à l'extérieur du pays, dès lors qu'ils payent leurs droits. Parce que les Français qui sont ici, quand ils quittent ici, ils vont à l'extérieur de la France. Ils sont accueillis par les réseaux des caisses de sécurité sociale des Français et des étrangers. Alors que nous, Sénégalais, quand nous quittons ici, on est accueillis par rien du tout, parce que nous ne sommes pas connus au Sénégal et que nos droits sont territorialisés. On n'a pas le droit de les utiliser en France. Du fait que cette convention sociale fait qu'aujourd'hui, nos retraités, quand ils sont là, ils ne peuvent pas rentrer au Sénégal. Aujourd'hui, on leur impose de vivre 9 mois sur 12 en France. Et à aucun moment, les autorités sénégalaises n'ont pas protesté. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Un retraité qui vit ici, on lui dit, tu rentres chez toi, tu n'as le droit de rester là-bas que 3 mois. Les 9 mois restants, il faut être là, sinon on te coupe tes droits. Et en état digne de son nom, d'où est origine ce galant dit rien, c'était. Parce que l'immigration étant devenue une variable des moyens de pression de la France ou les autres pays européens dans le cadre des programmes de coopération bilatérale, ils préfèrent se taire pour ne pas perdre les autres sommes d'argent qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Pour eux, l'immigration, c'est le maillon faible sur lequel on peut s'asseoir et passer afin de pouvoir bénéficier d'autres choses. C'est une attitude, une conception du rôle et de la place de la diaspora sénégalaise, montrant qu'effectivement, dès lors que la diaspora transfère, fait vivre des gens, fait manger, fait boire, soigne,
construire des écoles, construire des lycées, construire des collèges, construire des écoles élémentaires, construire des dispensaires, des centres de santé, construire des cases de santé, met en place des programmes d'environnement. Cette diaspora qui se substitue à l'État, toutes les régions périphériques sont dans cette catégorie. Hein. Si vous allez dans la région de Matam, en dehors du lycée de Matam, capitale régionale, le gouvernement du Sénégal n'a construit aucun lycée. Tous les lycées qui sont dans la région de Matam et dans ceux du département de Podor sont construits par l'association village des diasporas et la coopération décentralisée. L'État a mis en place les moyens d'enseignement, mais les constructions physiques et des infrastructures, l'État du Sénégal n'a pas construit une école ou un collège ou un lycée dans la région de Matam depuis 1966. Tout le reste est pris en charge par une diaspora. Donc une diaspora fière, solidaire, en capacité de promouvoir, de se substituer à l'État, d'assurer la quiétude et la stabilité, elle mérite autre chose. Donc, Mamadou Dème, en quelques mots, quelles devraient être quand même les lignes directrices quand même de ce nouveau gouvernement pour que la diaspora puisse quand même contribuer efficacement au développement du Sénégal? Politiquement, nous ne sommes pas... Politiquement, Mamadou Dème et le PASTEF sont différents. Même si nous avons en commun un leader politique. Moi, je suis un diaïste. Je suis un disciple de Mamadou Dia, qui a été un élément déterminant dans la formation de ma vie et de mon parcours. Mamadou Dia fait partie des 5 hommes qui m'ont formaté ici en France. Saline Dongo, Roland Collin, l'ancien directeur de cabinet de Mamadou Dia, Henri Desroches, l'ancien conseiller de Mamadou Dia, fondateur du Collège coopératif de Dakar et de l'ENEA de Dakar, le père de l'animation rurale sénégalaise de 59 à 62, avec M. Lebré et Mamadou Dia. Toute la philosophie du développement, souverainiste local, endogène ou autogestionnaire du développement à partir des communautés de base, et celle que Mamadou Dia a voulu mettre en œuvre au Sénégal, et c'est celle-là que le Collège coopératif de Paris a enseigné à des générations de moi. C'est par ce biais que j'ai connu le président Mamadou Dia, qui a eu à m'accompagner, à recevoir à plusieurs reprises quand il vient en France ou si je vais au Sénégal. M'a formé, m'a formaté, m'a orienté. Et j'en suis extrêmement fier. Aujourd'hui, on a un régime qui se réfère à lui. Les actes et les initiatives de souveraineté locale et nationale, je les agrée, je les partage, mais la méthode, la façon de faire l'outil me pose problème. Mais tout ça mis de côté, les diasporas sénégalaises ne sont pas négociables en matière de politique publique. Si le gouvernement sénégalais veut que nous nous asseyions, nous les acteurs compétents sur ces sujets, j'ai entendu hier qu'il y a eu une conférence sur les migrations à Dakar, où c'est les ambassadeurs, les chercheurs, les universitaires, mais je n'ai pas vu les acteurs de la diaspora sénégalaise dans cette conférence, ni les villageois concernés, ni les réseaux des associations de migrants de retour au Sénégal, et qui sont nombreux au Sénégal. Personne n'a été convié. Mais ces gens-là, ils parlent au nom de qui et pourquoi et pour qui? Qui veut travailler pour toi, discute avec toi pour savoir ce que tu veux et ce que tu as envie de faire. On ne peut pas dire que nous allons travailler pour les gens en ignorant ces mêmes personnes. Si le gouvernement du Sénégal veut bâtir une politique publique des migrations internationales, nous sommes prêts à l'accompagner, à l'aider. On ne le fait pas pour les beaux yeux de Bassirou Diomaye Faye, on ne le fait pas pour les beaux yeux de Sonko, on le fait pour le Sénégal et les diasporas sénégalais. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'histoire dira, dans la lettre que j'ai ouverte, que j'ai adressée au président Diomaye Faye, je lui ai dit que s'il est d'accord de travailler avec les diasporas comme partenaires, ces partenaires qui seront des interfaces et des intermédiations avec d'autres partenaires publics et privés, qui accompagneront les collectivités territoriales sénégalaises, qui vont faciliter au gouvernement de Bassirou Diomaye Faye
de définir une politique qui permettra aux enfants des Sénégalais nés à l'extérieur du Sénégal d'être utiles à leur pays comme les enfants du Maroc, les Algériens, les Tunisiens, les Indiens, les Turcs, les Brésiliens, les Chinois et autres, comme ces enfants qui sont à l'extérieur, qui sont aujourd'hui sommités en matière de recherche, en matière de compétences. Ils pourraient servir le Sénégal et que nous sommes en capacité d'aider et de faciliter cela. Pour une simple raison, je donne un exemple ici là. Récemment, l'Afrique du Sud a recruté dans les grandes écoles d'excellence françaises des jeunes d'origine malienne et sénégalaise qui, outre leurs compétences universitaires et académiques, qui sont sortis de HEC et d'autres, ces enfants-là ont la force de parler le Pulaar ou le Mandeng ou le Wolof ou le Bambara, etc. Les pays du BRICS, la Chine, la Turquie, le Brésil et l'Afrique du Sud, dans le cadre de la conquête du marché africain, ils viennent recruter ces jeunes-là d'excellence dans les grandes écoles d'excellence françaises, ils les ramènent dans leur pays, ils les formatent dans leur culture économique, aux besoins économiques de leur pays, au bout de 2 ans, 3 ans, et les lancent sur la conquête du marché africain. Quand ils viennent dans nos pays, ils parlent nos langues. Et par sentimentalisme, comme nous les Africains, on est trop sentimentalistes, on se fait prendre au piège de la conquête des marchés. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait la Turquie, c'est ce que fait le Brésil, l'Afrique du Sud, c'est ce que fait l'Inde. Et la Russie est en train d'entrer. Or, la France, qui bénéficie de ces diasporas en ressources humaines, le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, qui bénéficient de ces ressources en excellence humaine, ne fait rien pour ça. C'est grave. Donc, il y a tellement de potentialités et de possibilités. Je donnerai 2 exemples, là. Il y a plus de 3600 élus en France, sénégalais, dans les communes, les régions et départements de France. Nous avons des maires adjoints, on a des maires, on a des DGS, des DGA, on a des conseillers techniques dans des conseils régionaux, dans des départements, dans des communes, dans des intercommunalités. Un État intelligent se sert de ça dans le cadre d'une définition d'une bonne politique de coopération décentralisée. Ces enfants qui sont déjà dans ces structures-là sont les relais naturels pour permettre aux collectivités territoriales sénégalaises d'avoir là une jointure des capacités de mobilisation et d'ouverture pour définir avec d'autres les outils de partenariat public en matière public-privé en matière de coopération décentralisée. Mais rien. Il y a ici des ingénieurs. Je me souviens qu'il y a dans la campagne du Covid-19, pendant toute la période où nous combattions le président Macky Sall sur sa décision de refuser que nous rapatrions les Sénégalais morts, et qu'Amadouba a proposé de les enterrer ici, ce qui m'a fait rigoler. Il y avait un jeune virologue qui fait l'admiration du monde sur ses compétences en matière de virologie, qui lui-même est venu à Dakar proposer ses services à Abdoulaye Diouf Sarr pour lutter contre la maladie du Covid-19 au Sénégal. Ils l'ont snobé. Comme que sa mère est mauritanienne, il est parti en Mauritanie pour offrir ses services à la Mauritanie. Ils l'ont snobé. La Chine a voulu le récupérer, on l'a empêché d'aller en Chine parce qu'il y avait des risques. Aujourd'hui, il fait le beau temps et la pluie de la virologie canadienne. Et le Sénégal est là en train de se frotter les yeux pour pouvoir toujours dépendre de ce qu'on lui donne à l'extérieur du pays, alors que le Sénégal a ses filles et ses fils dignes à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays qui sont en capacité de concourir des initiatives internationales en matière de santé et en matière de protection sanitaire et sociale. Mais nous, on préfère toujours demander, attendre qu'on nous donne et de tendre la main. C'est ça l'industrie sénégalaise qui marche le mieux. Allez, Mamadou Dam, on est arrivé au thème de cette émission. Bon, votre dernier mot, avant qu'on dise au revoir à nos internautes. Je suis fier de mon pays. Mon pays qui est un pays multilingue, multiculturel.
où le suprémacisme n'a pas sa place, n'a pas droit à y être. Un pays où toutes les langues doivent être prises au même pied de considération. Ce que ne fait pas l'actuel gouvernement. Vous regardez le site de la présidence de la République, c'est le français, l'anglais et l'arabe, et la langue, une des langues de notre pays, le wolof. Ils préfèrent l'anglais et l'arabe au pulaar, au soninké, au mandingue et au diola. Celles-là, ce sont des langues de seconde zone qui n'ont pas le mérite ni leur place dans l'animation des institutions de la République. C'est un choix délibéré du suprémacisme linguistique ou bien du soutien au suprémacisme. J'espère que le gouvernement du Sénégal va regarder ça de très près, parce que ça peut créer des problèmes dans notre pays, on n'en a pas besoin. Je suis fier de mon pays qui préserve les mémoires dans la perspective des pôles territoires du Sénégal, dont une certaine dimension m'inquiète, mais qui est un bon processus de reconquête de la souveraineté territoriale et locale. Que ces zones, pôles territoires, ne serviront pas qu'à une trame d'une culture urbaine qui, avec ses risques, avec ses potentialités qui ne serviront pas, qui serviront une zone exclusive au détriment de l'ensemble. Je suis fier de mon pays qui a su, pendant une période particulièrement dangereuse, a remis les politiciens à leur place en disant que nous avons compris ce que vous voulez à travers vos paroles, vos mensonges et tout, et vos postures. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal dans la paix. Le Sénégal a décidé, les Sénégalais ont décidé que la passation de service entre Macky Sall et le nouveau régime qui viendra se fera dans la paix par leur choix. Un choix net, sans bavure, qui a permis à Bassirou Diomaye Faye d'être élu dans le calme et la tranquillité. À charge à lui de comprendre cela, de comprendre que ce n'est pas seulement les militants du PASTEF qui l'ont élu, mais c'est la très grande majorité des Sénégalais qui ne sont pas du PASTEF, parce qu'ils voulaient le changement, parce que leur équipe-là, les jeunes cadres-là, était une équipe d'espoir et ils n'ont pas le droit d'être déçus. Jërëjëf Mamadou Deme, c'était un plaisir ñu am la tey ci émission bi comme ni ma ko waxee xam naa ñu ñuy suivre duñu am déception tellement que génn ay xam-xam yu xóot am ay renseignements yoo xam ni dëgg-dëgg ñuy jiite réew mi buñ ko dégluwee ak xel bañ ko déglu ak xol dina mën a améliorer seen politique de gestion des Sénégalais de l'extérieur. Jërëjëf Mamadou Deme, on se donne rendez-vous inchallah la semaine prochaine. Jërëjëf.